Bonjour à tous, madame, monsieur, bienvenue. C'est la revue des grandes unes. Donc, pour cette édition, vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds ce matin et des commentaires avec nos invités qui seront sur ce plateau. Mais la nouvelle expression parle de reconquérir la diaspora, un travail d'Hercule. C'est le journal qui propose ce titre et explique davantage que l'Assemblée nationale du Cameroun vient enfin de prendre une initiative révolutionnaire, celle d'impliquer désormais la diaspora camerounaise dans le développement du pays. Mais le chemin à parcourir pour réconcilier justement les Camerounais de l'étranger et leur pays aujourd'hui est donc un véritable parcours de combattants et commande donc que le Parlement aille jusqu'au bout de sa logique et que le gouvernement camerounais soit donc volontariste aussi. La proposition de loi que le Social-démocrate Front avait déjà faite sur le code de la nationalité depuis 2014, l'éclairage donc d'un expert à découvrir dans le même journal disponible en kiosque ce matin. Le même journal parle également des Camerounais de l'étranger quand le rapatriement inquiète. C'est bien sûr un autre titre que je vous invite à lire. Et dans le journal en page 3, on parle également de l'université de Boya. Un prêtre charge donc Famine Dongo, le père Ludovic Lado, montre d'ailleurs au ministre de l'Enseignement supérieur pourquoi, en chassant donc Maître Agbobala, que de cette institution, il est en train de politiser justement la gestion des universités d'État. C'est ce qu'on découvre en page 4. On parle également de la commune de Banjoun, succession de père en fille, et à lire en page 2, et on parle aussi de la riposte au coronavirus, un millier de femmes sensibilisées autour de la question. C'est en page 5 du journal, disponible en kiosque également ce matin. C'est la nouvelle expression. Le quotidien Le Messager, pour sa part, parle de mairie de Pété Banjoun. Le RDPC sanctifie la dynastie donc Fosso. C'est le journal qui le propose également ce matin. Le journal a d'autres informations parlant de l'affaire Agbobala. Ambroise comme étale justement Famine Dongo. C'est dans la suite aussi du dossier proposé par le numéro de ce matin. D'autres informations sont contenues dans le journal. On parle également de mutation qui en kiosque, qui parle de rentrée scolaire et universitaire. L'aventure ambiguë, c'est le grand titre du journal. Toutes les explications sont à lire dans le dossier proposé par le journal ce matin, de la page 8 à la page 10. Et en même temps, on parle de Yaoundé, où on s'intéresse à l'éclairage sur le délestage. Pourquoi il y a des délestages dans la capitale politique? Autant. Allez, c'est une question également ce matin. Le mal-aimé et qui guérit. Il s'agit là de Monseigneur Samuel Cléda. C'est contenu également dans le journal Mutation. Émergence de ce jour, parle du nord-ouest et sud-ouest. Les maires, nouvelle cible donc des Amba Boys. Le journal est revenu et a proposé tout un article et il nous rappelle que les exactions continuent d'être perpétrées dans cette partie du pays, malgré notamment la présence de la pandémie donc du coronavirus. Il y a toujours des cas et qui sont enregistrés et des décès même. C'est le journal qui propose, parlant notamment du coronavirus, le Cameroun a le taux de guérison le plus élevé d'Afrique. C'est ce que propose d'ailleurs le journal ce matin et on parle de reconversion. La vie de ces députés après notamment le Parlement, que sont-ils devenus véritablement, c'est la question, et tout cela dans le journal. On parle de crise dans le recrutement des personnels à Kamwater également. Il s'agit là d'une autre situation à lire dans le même journal, Émergence. Et puis le journal Tribune d'Afrique parle de transport aérien ce matin à Kameko, au centre d'une fausse controverse. C'est à lire dans le dossier de la page 6 à la page 7. On parle aussi de l'UDC avec l'honorable Tomanio Ndamdeya qui répond à Sambaka dans le journal ce matin. Le quotidien Le Jour parle de gestion du Covid-19 par le gouvernement. Monseigneur Samuel Cléda n'est pas d'accord, c'est ce que dit le journal. Entretien avec l'archevêque de Douala, c'est le quotidien Le Jour qui s'intéresse également au transport aérien. Air France annonce d'ailleurs son retour au Cameroun, malgré notamment la pandémie qui continue bien sûr ses ravages et d'autres sujets à lire dans le journal. Cameroun Tribune, pour sa part, ce matin, parle d'école polytechnique de Douala, Maroua et Yaoundé, les cursus de formation harmonisés finalement. C'est ce que propose d'ailleurs le dossier à lire dans le quotidien Cameroun Tribune de ce jour, qui a d'autres informations aussi. Et puis l'essentiel, Cameroun parle des mairies de Banjoun, Maptue Fosso, après Victor Fosso, c'est également le dossier, la grande une d'ailleurs de ce journal. Le dossier proposé par la tribune de ce matin. Le journal s'intéresse aussi au terrorisme et parle de ce nouveau maire de Manfé qui a été donc lâchement assassiné par des sans-foi-ni-loi dans ces deux régions en tout cas. C'est tout cela que le journal propose également ce matin qui parle de fonction publique avec la liste des 8766 agents publics suspendus donc et convoqués. Ils doivent simplement répondre donc de cette disparition et pourquoi ils ont été suspendus également du solde.
Tout cela dans le dossier proposé par le journal ce matin. Et puis l'économie qui est également en kiosque s'intéresse au management des dossiers en retard à la Chambre d'agriculture. C'est à lire en page 3 du journal. Le journal s'intéresse aussi à la crise sanitaire avec les patients du Covid-19 qui portent plainte contre leurs assureurs. C'est dans le journal. Aussi en kiosque ce deuxième jour de la semaine. Voilà ce que la presse nous propose. Et avec nous sur ce plateau, Camille Nélé, bonjour et bienvenue. Flavien Malou, bonjour. Bonjour Donald Brice Camgan, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision, mais un bonjour spécial ce matin à un confrère qui nous suit tous les matins, Ange Gabriel Olinga Tester, qui est journaliste du Messager, du quotidien Le Messager à Bertois, qui a de la peine à nous suivre depuis un certain temps parce qu'il n'y a pas d'électricité à Bertois. Mais un grand bonjour quand même à notre confrère Olinga Tester. Oui, il n'y a pas que Bertois qui manque d'énergie. On a parlé de Yaoundé tout à l'heure et de Nangaï Boko aussi. Minta par exemple, ce sont des localités qui restent dans le noir des semaines durant, mais avec un fort taux de vote en faveur du parti au pouvoir. Bonjour Donald Brice. Bonjour Flavien, bonjour à Camille. Je salue ce matin ceux qui nous suivent à Ebolova dans le sud. Voilà, merci d'être là également ce matin avec vous. Nous allons faire le tour de quelques sujets proposés par la presse. La Nouvelle Expression, par exemple, qui parle de reconquérir la diaspora, un travail d'Hercule. Il y a l'initiative de l'Assemblée nationale qui aujourd'hui va vers la diaspora pour notamment créer une sorte de réconciliation entre ces Camerounais et la diaspora et leur propre pays. C'est un processus et c'est ce que le journal propose ce matin. C'est un processus qui doit être soutenu et accompagné d'une vraie volonté politique. C'est ce que rappelle la Nouvelle Expression qui publie ce matin notamment cette proposition de loi du Social Democratic Front introduite depuis 2014 à l'Assemblée nationale. Je rappelle que le prétexte de ce dossier de, je crois, 2 pages que propose ce matin la Nouvelle Expression est motivé par ce réseau des parlementaires en charge des questions de la diaspora qu'a créé le 29 avril dernier le président de l'Assemblée nationale. Il faut dire que depuis quelques années, le pouvoir exprime dans son discours officiel une volonté de décrisper ses relations avec les Camerounais de l'étranger. On l'a notamment entendu lors du récent dialogue national où il a été demandé, par exemple, de lever le verrou sur la question de la double nationalité. Pour l'instant, il faut le rappeler, le Cameroun ne dispose que d'une direction en charge des Camerounais de la diaspora au ministère des Relations extérieures. D'aucuns demandent tout un département ministériel consacré à la diaspora. À l'exemple du Sénégal, du Mali, qui a en fait la diaspora une véritable force économique et politique pour le développement du pays. Mais au-delà de la mise en place des institutions, il faut également se rassurer que le contenu est cohérent et que ces contenus-là répondent aux besoins de l'heure, à savoir associer toutes les forces, toutes les énergies, quelle que soit leur sensibilité politique, à la construction du pays, c'est le plus important. Oui, c'est la proposition de loi du Social Democratic Front de 2014 qui est aujourd'hui ressuscitée, en tout cas par le président de l'Assemblée nationale, qui estime qu'il faut quand même aller dans ce sens-là, même si ce n'est pas, c'est pas une loi qui a été adoptée et votée, en tout cas, par les députés. Il fallait bien qu'on en arrive là, Flavien Balonongo, il fallait bien qu'on en arrive là parce que le Cameroun possède l'une des diasporas en réalité les plus dynamiques d'Afrique. Vous l'avez vu pendant le grand dialogue national, cette diaspora très enthousiaste qui est venue parce que cette diaspora aime son pays, elle aime son pays et il faut le dire, et n'est pas particulièrement aux anges par rapport à la situation assez compliquée de ce pays sur le plan économique, sur le plan de la gouvernance et sur le plan de beaucoup d'autres choses. Mais toujours est-il que cette diaspora qui ne doit pas être coupée du pays, mais qui en réalité regarde le pays de travers parce que les nouvelles qui viennent du pays ne sont pas particulièrement reluisantes. Et il était important que le gouvernement fasse un pas vers la diaspora, que le gouvernement tende la main à cette diaspora et maintenant fasse comprendre à cette diaspora qu'il compte sur elle et il compte effectivement sur l'apport de cette diaspora. Bon, il ne faut pas que la diaspora soit seulement une diaspora qui est en train de ruer dans les brancards ou qui est en train d'investir les ambassades ou qui est en train de battre le pavé, mais une diaspora positive qui, non seulement peut contribuer énormément à la vie économique, parce que vous savez très bien que certains pays d'Afrique, notamment d'Afrique de l'Ouest, apportent une contribution très très forte en termes
d'argent qui viennent de l'Occident vers leur pays. Et il faut quand même qu'il était tout de même temps que le Cameroun tienne compte de cette proposition déposée forte à propos par le SDF pour qu'enfin il puisse exister non seulement un pont d'or. On se demanderait pourquoi maintenant. Vous savez, mieux vaut tard que jamais. Tout arrive toujours à point. Tôt ou tard, il fallait bien qu'on en arrive là un jour. Même si ce n'était pas aujourd'hui, ça aurait pu se faire dans 2, 3, 4, 5 ans. Mais maintenant que ça arrive, et alors que le SDF a déposé ce projet il y a 4, 5 ans, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Et c'est plutôt une bonne chose maintenant que l'on comprenne que cette diaspora elle-même sente qu'elle est effectivement prise en compte et qu'elle va être maintenant mise à contribution. Elle va être mise à contribution. Yeah. Oui, c'est important ce que Camille dit. Je rappelle que le Cameroun a aujourd'hui environ 7000 médecins. On dit d'ailleurs que les chiffres ne sont pas mis à jour. 7000 médecins qui exercent à l'étranger, aux États-Unis, en France, au Canada et dans 16 autres pays qui utilisent l'expertise locale qui aurait pu nous servir ici, où le ratio en termes de disponibilité des médecins n'est pas ça dans nos hôpitaux. Et donc, il y a une réelle demande. À quoi sert-il de vouer Achille Mbembe et autres Célestin Monga aux gémonies, tout simplement parce qu'ils ont des opinions politiques différentes de celles de l'ordre gouvernant en place au Cameroun. Si ce sont des énergies politiques, d'ailleurs, est-ce qu'il faut encore se poser la question des Camerounais respectés au-delà de leur pays à l'international, qui pourraient apporter une contribution significative à la marche des affaires internes? Je rappelle que c'est un Camerounais qui est par exemple en charge des questions d'intelligence artificielle à l'OMS. Nous sommes dans une crise pandémique qui secoue le monde entier. Ce sont des énergies comme celle-là qui devraient être convoquées pour l'expertise locale. Si le gouvernement peut enfin penser à cela, ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais comme la nouvelle expression le rappelle, il faut que ce soit une volonté politique affirmée et réaffirmée, soutenue, sans mauvaise foi et sans calcul politicien. Vous savez que les actions de certains de nos compatriotes dans la diaspora, la brigade anti-sardinard et d'autres activistes qui agissent parfois avec des méthodes qui sont fortement controversées, ont parfois soulevé l'ire des autorités camerounaises. Mais il faut bien savoir que le contexte dans lequel ces Camerounais évoluent sont parfois des contextes qui sont en complète rupture avec l'environnement de pauvreté qui est le nôtre ici. Et eux, ils sont dans une posture radicale en raison justement de ce déphasage qu'ils observent. Et qui pour nous, ici, peut être acceptable, mais là-bas pour eux semble être quasiment intolérable. Alors, 2 pages carrément dans la nouvelle expression ce matin pour comprendre les motivations du président de l'Assemblée nationale à ramener en tout cas ces Camerounais de la diaspora et bien entendu à permettre tout au moins à investir dans notre propre pays et créer ce climat de sérénité entre ces Camerounais de la diaspora et bien sûr ceux du Cameroun et le gouvernement camerounais. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal. Il y a Mutation ce matin qui parle de rentrée scolaire et universitaire, l'aventure ambiguë. C'est le titre proposé. Oui, il faut dire que les uns et les autres se perdent en conjecture avec cette rentrée qui est prévue pour le 1er juin et dont on se demande bien comment elle va se matérialiser, non seulement en termes de quantité, est-ce que c'est toutes les classes qui vont commencer, serait-ce uniquement les classes d'examen? Bon, maintenant, le problème du nombre des élèves, la distanciation sociale, bref, il y a énormément de paramètres et qu'il faudra encore régler et qui demandent vraiment à l'être. Donc aujourd'hui, on parle de plus en plus de déconfination, aussi bien en Afrique que partout. Vous savez très bien que, par exemple, en France, on a déconfiné depuis hier, mais on déconfine à petits pas. Donc ici, au Cameroun, on est en train de parler effectivement de cette rentrée des classes, mais à quel prix et sur quel mode? C'est pour ça que les journaux, les journalistes et même
toutes les intelligences commencent déjà à se demander comment est-ce que ça va se passer et est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va tenir. Parce que le tout, c'est pas qu'on annonce une rentrée de classe, qu'on constate par exemple une forte contamination de nouveau pour arrêter les choses. Bref, On a vu ce qui s'est passé avec quelques mesures d'assouplement. Les gens ont cru que c'était carrément la fin du virus, de la circulation du virus au Cameroun. Ils ont eu le temps de comprendre à travers les messages, à travers les communications, à travers aussi les interpellations de la presse et des communicants, que non, ce n'était pas la fin. Le virus n'était pas vaincu, le virus n'était pas fini, mais que c'était beaucoup plus une mesure d'assouplissement qui puisse permettre, surtout à la plus grande partie de ce pays, de pouvoir revivre. Donc là, avec la rentrée des classes, le deadline est lancé. On sait que ça va se passer le 1er juin, mais on ne sait pas encore exactement comment et par quel modus operandi les choses vont se mettre en place. Oui, et Donald Luskanga, est-ce que c'est une véritable aventure ambiguë lorsqu'on parle de la réouverture des classes, la rentrée scolaire et universitaire le 1er juin? Oui, j'aime particulièrement cette une de mutation qui s'inspire de l'œuvre de Cheikh Hamidou Kane. C'est une aventure ambiguë. Elle est d'autant plus ambiguë que le gouvernement semble y aller avec beaucoup d'incohérences et de manque de sérénité. Vous vous souvenez de cet arrêté conjoint signé à la fois du ministre de l'Éducation de base et de son homologue des enseignements secondaires, arrêté qui n'avait pas été publié, mais qui a fuité et qui s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Ensuite, ce rappel à l'ordre du Premier ministre qui a indiqué que lui, dans la situation de crise actuelle, est le seul à donner le cap à tenir, notamment pour ce qui est de la reprise des cours. On voit une sorte d'hésitation, de cacophonie dans les actions publiques, notamment en termes de planification de la reprise des activités. C'est quoi? C'est un manque d'assurance ou on n'est pas véritablement outillé pour? C'est un manque d'assurance, mais c'est aussi un manque de coordination de l'action gouvernementale. Parce que dans un contexte comme celui-ci, on s'attend à ce que l'ensemble des départements ministériels qui peuvent être concernés, de loin ou de près, par la crise, puissent se concerter et prendre des décisions concertées, justement. On a également constaté que le 20 mai a été annulé. Donc on se demande si entre le 20 mai et le 1er juin, c'est-à-dire 10 jours d'écart, le virus va connaître une désaccélération, sa propagation va connaître une désaccélération de façon à rassurer les élèves et les enseignants. L'inquiétude n'est pas complètement élaguée, mais il faut évidemment fixer un cap, indiquer une perspective de façon claire, mais également définir les conditions de cette reprise. Camille indiquait tout à l'heure le cas de la France qui a entamé son déconfinement hier 11 Progressif, mai. Oui. C'est progressif, d'abord les écoles maternelles et primaires. Ensuite, vers la fin mai et début juin, si les conditions le permettent, précisent les autorités françaises, les collèges et les lycées, c'est articulé. Or, chez nous, il n'y a pas de lisibilité. À la suite de la sortie du PM, on a pu entendre dans les couloirs ministériels qu'il y aurait la reprise du 1er juin va d'abord concerner les classes d'examen où on aura des effectifs de 24 places. Il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup de flou, beaucoup d'ambiguïté. Alors ça peut aller par vague aussi, comme ça s'est fait à l'Assemblée nationale récemment, où il a été par groupe. Ça peut se faire également par classe aussi. Une classe, par exemple, de 60 ou 70 élèves, comme on le constate, on peut scinder en 3 groupes. 3-4 heures de cours, 3-4 heures de cours, et après, ça peut évoluer de cette façon. Ce sont des hypothèses qui ne doivent pas être exclues, mais je suis gêné parce que l'Assemblée nationale, pour ce contexte-ci, n'est pas un exemple à prendre. Suivez mon regard. Donc, tout cela, tous les mécanismes peuvent être activés. L'essentiel étant de rattraper ce qui peut encore l'être. On comprend très bien que dans un contexte de crise, évidemment que les diplômes vont être des diplômes, je dis pas contenu nul, mais ils vont quand même prendre un coup. Ça, on est face à une crise sanitaire qui a entraîné la cessation des activités scolaires. Et donc, il faut attraper quelque chose. Mais ça nous rappelle également que nous avons beaucoup de retard en termes de développement parce que dans les pays les plus avancés que nous, on a activé les modèles alternatifs, notamment le téléenseignement. Chez nous, vous parliez de Ngelemenduka et d'autres localités de l'Est tout à l'heure, et je ne sais pas s'ils ont l'énergie ce matin.
C'est dans le centre, bien sûr. J'étais à Minta, Nanga et beaucoup Minta, dans aussi. le centre. Voilà. Donc, alors, on peut lire tout cela dans le journal La Nouvelle Expression, l'aventure ambiguë, parlant de rentrée scolaire et universitaire. Les lecteurs vont lire le traitement qui a été réservé par le journal Mutation ce matin. Et il y a également l'autre sujet qui fait le tour de la presse. Il s'agit là de la mairie de Pété Bandjoun, le RDPC qui sanctifie la dynastie Fosso. C'est la fille qui succède à son père, carrément. Oui. Les consignes auraient été données, selon bien sûr la presse, par la présidence de la République. À l'arrivée des courses, ça n'a surpris personne. Mais au départ, vous savez très bien que même 2 ou 3 jours seulement avant la tenue de la session ordinaire, on savait qu'il y avait trois candidats au moins en lice et on savait qu'on se disait que ça allait barder. Mais aux dernières nouvelles, on a compris que le RDPC a envoyé un émissaire qui est venu mettre tout le monde en rang, et on a assisté à un vote soviétique avec 40 conseillers, 40 votants et 40 voix pour la fille de Fosso, Victor. Mais avant cette séance, on savait très bien que ce n'était pas la fille Fosso, la fille Maptué, n'avait pas forcément le vent en poupe. Mais aujourd'hui, monsieur Kamou Foumou, venu de Yaoundé, a réglé les choses, et puis bon, maintenant on se retrouve avec un vote sans aspérité, un adoubement tranquille maintenant qui installe la fille à la place du père. Encore qu'on savait très bien que depuis de longues années, c'était la fille même qui tenait en réalité la mairie. Le père Fosso était assez vieux et assez fatigué. C'est elle, en sa qualité de premier adjoint, qui tenait les véritables rênes de la mairie. Mais avec la mort de son père, il est évident que les ambitions sont remontées au grand jour et on s'attendait à autre chose. Bon, mais ça a été réglé en douce, en famille. Et les choses ont abouti à une succession en famille. C'est-à-dire que la succession s'est faite de père en fille. Voilà. Alors, le titre de Le Messager ce matin, Donald Brice, le RDPC sanctifie la dynastie Fosso. Oui, l'élection et le remplacement de Victor Fosso à la mairie de Pété Bandjoun était très attendu pour 2 raisons. D'abord, la stature de celui qui a remplacé Victor Fosso, l'un des principaux milliardaires du Cameroun. Ensuite, la longévité au poste, il est maire depuis 1997, il me semble, et donc son remplacement avait raison d'intéresser à la fois le grand public, mais particulièrement les médias. Il y avait en face de la fille du défunt, Mapcheviki Nikilov Foto, un géant de l'audiovisuel, Manuel Chatoué, un autre opérateur économique, David Tekenye, qui est bien connu à Bandjoun, mais à l'observation, le RDPC a voulu récompenser la famille Fosso, même si évidemment Nikilov a un parcours connu. Vous avez dit récompenser. Premier adjoint au maire depuis de nombreuses années. Elle a quand même un parcours politique qui est connu. Donc ce n'est pas forcément des faveurs qui ont été faites, mais en face il y avait également des acteurs qui ne sont pas des inconnus. Non seulement à Bandjoun, mais également sur le territoire national. Mais vous savez très bien que la famille Fosso est un grand financier du parti au pouvoir. Manifestement, le RDPC, qui malgré tout reste un parti d'élite, vous avez pu constater qu'Edouard Kamé Foumou, parti de Yaoundé, avait des instructions claires reçues. C'était le cas à Douala avec l'élection de l'actuel maire. On a le maire de la ville de Douala. On a tout fait pour calmer ceux qui avaient des ambitions pour leur faire respecter la discipline, disent-ils, du parti. Voilà, donc c'est ce qu'on peut découvrir dans le journal ce matin. Plusieurs tabloïds sont revenus également sur cette élection, ce remplacement de la fille de Fosso à la tête donc, de la mairie de Pété Bandjoun. La Nouvelle Expression également a proposé tout un sujet, un traitement. Alors autre chose à lire dans la presse ce matin, il y a le quotidien Le Jour qui a un titre qui parle de gestion du Covid-19 par le gouvernement. Monseigneur Cléda n'est pas d'accord de cette façon. Oui, vous savez que Monseigneur Cléda n'a pas toujours eu sa langue dans la poche, dans sa soutane. Il a toujours bien placé dans sa bouche pour dire ce qu'il pense. Et bien évidemment, en marge de sa propre contribution à la lutte contre le Covid, en mettant sur pied une solution qui, aux dernières nouvelles, est en train
de faire des merveilles. Il a cru devoir dire ce qu'il pensait des mesures prises par le gouvernement, et ces mesures, il est évident qu'elles n'arrangeront certainement pas le gouvernement, mais il a dit ce qu'il pensait et il a fait des constats dont certains ne sont pas absolument faux. Donc toujours est-il qu'avec sa contribution dans le journal Le Jour ce matin, on voit le point de vue qu'il a sur la riposte du Covid entreprise par le gouvernement, et certainement des propositions que lui, il aurait pu faire, qui auraient pu être mises en marche. Donald? Oui, je pense que... C'est un titre qui parle. Oui, c'est un titre qui n'est pas surprenant. Monseigneur Samuel Kleda est connu pour son courage, le courage de ses opinions. Et je crois qu'il n'est pas d'accord, notamment sur le fait que l'on exclut certaines propositions, certaines offres en raison de la sensibilité politique de ceux qui interviennent. Vous savez que, vous imaginez bien que je parle de l'initiative Suivi Cameroun qui est rabrouée par le gouvernement. Mais également, je pense que ce que l'on vit aujourd'hui avec Monseigneur Samuel Kleda est une véritable leçon. Une leçon de tolérance de la diversité d'opinions. Vous savez que Monseigneur Samuel Kleda est constamment en rupture de banc avec l'ordre gouvernant en raison de ses sorties souvent acides vis-à-vis des politiques publiques, notamment, mais également des questions d'élection et de démocratie. Mais dans le contexte actuel, il a mis en place, lui qui est un herboriste connu depuis une trentaine d'années, il a mis en place un protocole qui semble marcher et qui aurait soulagé plusieurs centaines de Camerounais. On est bien curieux de voir qu'aujourd'hui le gouvernement le célèbre comme un messie. C'est une bonne chose pour la santé des populations, pour l'intérêt général. Il faut laisser les divergences d'opinion, notamment lorsqu'elles sont politiques. Très bien. Alors, c'est un article à lire dans le journal. C'est un entretien avec l'archevêque de Douala. C'est un entretien entre le reporter du quotidien Le Jour et donc l'archevêque de Douala. Alors, autre chose à lire aussi, puisqu'on parle de l'université de Boya, dans le journal La Nouvelle Expression, un prêtre charge Famien Dongo, le prélat, le père Ludovic Lado, montre donc au ministre de l'Enseignement supérieur qu'il est en train de politiser l'institution universitaire. Vous savez, il demande la suspension, il demande de chasser. En fait, c'est le terme utilisé par le journal. Le prêtre Lado est lui aussi connu comme quelqu'un qui a toujours eu une attitude assez revêche vis-à-vis de l'ordre gouvernement, vis-à-vis des institutions, de la gouvernance même. Et son point de vue qu'il donne ce matin, un point de vue assez tonique et peut-être même que certains considéreront comme iconoclaste vis-à-vis de la démarche jugée, en tout cas assez maladroite par le ministre d'Enseignement, le ministre d'État, ministre d'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famien Dongo, qui a posé un acte suspect, un acte qui est très très mal perçu à l'endroit de Maître Abombala. Donc le prêtre Lado dit ce qu'il pense, et ce qu'il pense n'est pas forcément agréable, et ce qu'il pense, c'est ce que pensent beaucoup de gens au Cameroun, parce qu'on a très très bien compris que la décision prise par le ministre Famien Dongo est beaucoup plus une décision de représailles qu'une décision bien pensée, certainement normale dans un cadre comme celui de cet avocat. Oui. Des termes offensifs? Oui, cette lettre ouverte plutôt du prêtre jésuite Ludovic Lado nous plonge une fois de plus dans la question de la gestion de la diversité des opinions politiques. Vous savez que Maître Abombala, un avocat et leader anglophone bien connu, est un acteur majeur dans la crise anglophone, la recherche des solutions à cette tension qui fragilise la vie sur tous les plans dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis plus de 3 ans aujourd'hui. Il a été licencié de l'université de Boya dans des conditions extrêmement controversées. C'est une manifestation de la répression qui s'abat sur ceux qui, même étant dans les milieux de la recherche comme l'université, ne sont pas des partisans de l'ordre gouvernant. L'université est je ne dirais pas un espace apolitique, puisque la politique est dans tous les domaines de notre vie. C'est un espace non partisan, c'est un espace de la science, c'est un espace
de recherche qui accompagne le développement. Et donc, si l'on politise l'espace universitaire au sens politicien de ce concept, évidemment qu'on étiole cet espace qui doit accompagner les politiques publiques. Alors, donc, on essore cette saveur des universités que l'on sait en temps normal. Donc, on peut les lire également dans le journal ce matin et bien d'autres tabloïds qui se sont intéressés à cette actualité, puisque c'est un sujet qui fait le tour des tabloïds depuis quelques jours. Et là, on parle bien sûr des Camerounais de l'étranger, quand le rapatriement inquiète, c'est la nouvelle expression qui revient là-dessus, tout en rappelant un peu ce qu'on a vécu, c'était, souvenez-vous, le 17 mars 2020, il y a des avions qui sont arrivés avec des Camerounais et certains qui ont refusé d'être testés et qui ont refusé d'être confinés en même temps. Et on a vu ce que ça a pu donner. La maladie a trouvé le terrain fertile. Aujourd'hui, il y a d'autres Camerounais qui arrivent et on se pose la question si ça va être dans le même contexte. Question légitime, question de bon sens. Vous avez évoqué ces Camerounais qui sont revenus, ils sont revenus avec le virus dans leur valise et dans leur corps. Et on a vu les conséquences. Et maintenant, effectivement, et si vous voyez que la psychose est intense au milieu des populations, parce que depuis au moins une semaine, il y a des réseaux sociaux sont infestés par des messages demandant aux Camerounais de faire attention avec les nouveaux arrivants qui vont revenir, des charters de Camerounais qui viennent d'un peu partout et qui vont certainement revenir avec le virus et qui peuvent le propager. Donc, je pense qu'il y a une inquiétude tout à fait légitime de la part des populations. Bon, mais seulement, on sait aussi que le gouvernement a pris des dispositions afin que ces nouveaux arrivants, ces newcomers, soient d'abord testés et ensuite mis en quarantaine avant d'être remis en liberté. Bon, l'inquiétude, elle est là. On sait que ce sont les voyageurs qui avaient apporté le virus. On sait que voilà encore d'autres voyageurs qui reviennent. Donc, c'est tout à fait normal. Bon, il reste seulement que et des autorités administratives chargées justement d'encadrer ce retour, et même les voyageurs eux-mêmes qui reviennent fassent suffisamment preuve de responsabilité pour préserver la vie, leur propre vie et la vie des autres. Alors, un test de 15 minutes pour savoir si vous êtes infecté ou pas, c'est ce qui est fait. Oui, mais après, il y a une quarantaine, hein? Oui. Il y a une mise en quarantaine. Oui, une mise en quarantaine. Ce qui est souhaitable, c'est que cette mise en quarantaine soit systématique et que ce soit pour tout le monde. Vous savez que vous pouvez être porteur du virus, mais asymptomatique. Et donc, lorsqu'on vous fait le test, vous êtes négatif, alors que vous portez le virus. La mise en quarantaine de 14 jours, qui est la période d'incubation, permet effectivement qu'au bout de 14 jours, on puisse vous refaire le test et de voir si vous êtes positif ou négatif. Il faut pouvoir tirer les leçons de ce qui s'est passé, par exemple, à Douala, ou à la fois à Douala et Yaoundé, où des systèmes de copinage se sont mis en place avec des conséquences désastreuses que l'on sait, à savoir la démultiplication du nombre de cas des proches du gouvernement, des responsables parfois officiels ont laissé leurs enfants, leurs filles, leurs cousins, leurs cousines passer entre les mailles du filet avec des conséquences que l'on sait, à la fois pour la communauté entière, mais également pour leur famille propre. C'est une question de santé publique. Merci à vous, chers messieurs, d'être venus sur ce plateau commenter quelques sujets proposés par la presse. Vous aurez l'occasion de lire et être parfum de l'actualité. Demain, nous serons à la 3e édition de la revue de grande une de la semaine. Bonne journée à tous.